Et on verra dans la présentation, il y a un bilan qui est pluridisciplinaire. Ça suffit, ça commence. Alors, pour ceux qui peut-être étaient à ma conférence sur l'orthèse hier, il y a une partie, la fin de mon intervention, parlait notamment de l'intolérance de l'orthèse et la problématique de l'intolérance de l'orthèse, alors qu'on sait que c'est quand même un traitement efficace dans le trouble du sommeil. C'est notamment des problématiques de réaction musculaire, de bruxisme ou de douleurs de l'ATM qui sont essentiellement quand même des douleurs d'origine musculaire plus qu'articulaire vraies. Et donc, il faut absolument avoir dans l'équipe, toujours pareil, on parle de notion d'équipe, des kinés maxillofaciaux, comme Amélie, qui se présente, comme vous êtes déjà présenté, et qui sont indispensables pour pouvoir continuer notre traitement. Le seul recours, si ça ne marche pas la kiné, c'est l'injection de toxine botulique. C'est dans les masséters, sinon on ne peut pas. Or, des patients qui sont à un indice supérieur à 30, dont risque cardiovasculaire avéré, intégralement à la PPC, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse mourir? Non. Et on peut leur mettre une orthèse, mais il faut qu'ils puissent la supporter. Et là, c'est le rôle de la rééducation. Je passe la parole. Merci. On va d'abord faire un tour de salle, si ça vous ennuie pas, parce que moi j'ai des trucs super techniques et du coup, si c'est trop technique, peut-être on passe. Donc je vous laisse vous présenter. Donc vous êtes ORL, monsieur, c'est ça, à Marrakech, hein, c'est ça? Ok. Somnologue, en fait. D'accord. Somnologue, Serge. Ok. Ok, ça marche. Pas des médecins du sommeil. Alors, du coup, je ne vais pas vous faire le long, large et en travers de qu'est-ce qu'on fait en rééducation. Hein, je vais vous passer vite sur ces diapos. Donc, moi, je suis Amélie, donc je suis kinésithérapeute en France. Je suis spécialisée en rééducation maxillofaciale, donc je m'occupe des rééducations des enfants qui ont des troubles respiratoires du sommeil, mais aussi des adultes, et aussi des adultes porteurs d'OAM, mais aussi tout ce qui est chirurgie maxillofaciale d'apnée du sommeil. Et donc là, je vais vous faire une présentation sur la thérapie oromyofonctionnelle. Donc ça, c'est une thérapie qui regroupe deux corps de métier. Donc il y a nous, les kinés, et les orthophonistes. En France, les orthophonistes ont aussi la double compétence à ce niveau-là. C'est juste que chez nous, elles sont débordées de prise en charge. Il y a 2 ans d'attente en moyenne pour un rendez-vous chez l'orthophoniste, parce qu'elles sont débordées dans les troubles de l'apprentissage, dans les troubles de l'oralité, dans les problèmes de mémoire, de concentration. Donc c'est vrai qu'on a un peu plus délégué la rééducation linguale au kiné, mais les orthophonistes peuvent tout à fait le faire. Madame, on a fait un tour de table. Je voulais savoir votre profession et où vous étiez. Je suis médecin du travail. D'accord. D'accord, ok, enchantée. Allez, donc quel est l'intérêt de la thérapie oromyofonctionnelle dans la tolérance de l'orthèse d'avancée mandibulaire? Donc on va revoir un peu les causes d'une mauvaise tolérance de l'orthèse. Donc elles peuvent être dentaires, articulaires, musculaires, occlusales ou liées à l'appareillage. Donc les causes liées à l'orthèse elle-même, c'est si l'avancée elle est excessive ou trop raide ou un peu trop rapide. Une orthèse qui est mal ajustée avec éventuellement un problème de matériaux. Trop de salive ou au contraire une sécheresse buccale trop importante ou un port nocturne prolongé sans adaptation progressive. On peut avoir des causes dentaires, donc des douleurs dentaires, des mobilités, des problèmes de parodontie, des caries, des manques d'ancrage, des prothèses mal stabilisées ou des soins dentaires en cours. Les causes articulaires, qui nous correspondent un petit peu plus, avec des douleurs à l'articulation temporomandibulaire. Je rappelle, c'est l'articulation qui est ici, on va la revoir. Des limitations d'amplitude articulaire, donc c'est des gens qui ont du mal à ouvrir, à fermer ou à manger, et qui créent des inflammations ou des déséquilibres de la cinétique articulaire. On peut avoir des causes musculaires, donc des myalgies des muscles masticateurs, des raideurs matinales, des spasmes ou des fatigues liées à l'avancée ou les pertes de force. Bonjour.
Au niveau occlusal, donc on peut avoir une modification de l'occlusion dentaire. À force, on a des patients qui peuvent finir prognates si la rééducation ou l'orthèse est mal réglée. Un déplacement progressif, une sensation de mauvaise morsure. Les gens ils changent leur cale dentaire parce qu'ils sont avancés toute la nuit. Et si le matin ils font pas les petits exercices et que le bruxisme il n'est pas traité, et bien ils vont passer toute la journée comme ça. Donc au bout d'un moment ils la tolèrent plus, ils ont des douleurs et ils n'ont plus du tout d'engrenage au niveau des dents. Juste de préciser que c'est un atelier, donc n'hésitez pas, si, comme on a fait dans mon atelier hier, s'il y a un truc que vous réviser ou quoi que ce soit, posez des questions. Hein. On est interactif dans les ateliers. Excuse-moi. Non, vas-y. Et les causes ORL. Donc, c'est vrai que des fois, on peut avoir aussi des gens qui ont un réflexe nauséeux trop important. Il y a des gens qui éjectent l'orthèse la nuit. Et ça aussi, il y a un petit réflexe archaïque à aller chercher. Des gènes respiratoires subjectives, de l'anxiété, une mauvaise acceptation du dispositif ou des troubles du sommeil persistants malgré l'orthèse. Donc, quels sont les signes d'intolérance? Donc, plutôt des douleurs mandibulaires, musculaires, dentaires, des céphalies matinales, des gens qui n'utilisent plus leur orthèse, des réveils nocturnes et donc une diminution de l'observance. Donc ça, c'est le schéma classique du bruxisme. Le bruxisme désigne un grincement ou un serrage de dents, le plus souvent pendant la nuit de façon inconsciente. Donc cette hyperactivité des muscles masticateurs entraîne un serrage ou un grincement pendant le sommeil. On dit souvent que ça donne des tensions qui s'accumulent, des douleurs au réveil, une perturbation du sommeil et que le stress ou l'anxiété augmentent ce cercle vicieux. Mais nous, on va se demander, est-ce qu'il n'y a pas un autre lien que le lien classique avec le bruxisme et le stress? Donc, on peut se poser la question, quel est le lien entre le bruxisme et la langue? Parce qu'il y a très peu de prescriptions de rééducation pour le bruxisme. On propose des orthèses pour lutter contre le serrage dentaire. Sauf qu'en fait, quand on met une orthèse, on serre l'orthèse. Donc, en fait, on serre des dents. Donc, le bruxisme... C'est pas la même orthèse qu'on met pour le sas. Non. Non, mais le réflexe est le même. Je sais, mais ça protège quand même les dents. Oui, ça protège les dents, mais pas les articulations ni les muscles. Alors, si on peut poser une petite... D'une part, effectivement, ça protège les dents. Par contre, ça entérine le phénomène. Vous condamnez le patient à avoir, c'est un peu, un genou fragile, vous mettez une genouillère, hein, pour le kiné, vous êtes sûr que le genou ne refonctionnera jamais tant qu'on ne l'aura pas remusclé, tant que le patient aura son voilà. Et surtout sa genouillère. Première chose. Par contre, ça peut effectivement protéger, parce que quand la photo précédente que tu as montrée avec des usures, vous voyez, là, les dents sont complètement usées. Or, quand ce patient va se mettre à serrer les dents, son condyle articulaire va monter plus haut. Donc, on va avoir une pression sur le disque qui va souffrir. Le fait de mettre une gouttière, simple, on ne parle pas effectivement, mais aussi pour les orthèses, ça va recréer quand même une hauteur, ce qu'on appelle une dimension verticale de l'étage inférieur de la face, qui va protéger quand même un petit peu l'articulation. Donc, il va la soulager. Voilà, oui, c'est mécaniquement. Mais par contre, on entérine complètement la pathologie du patient et on le laisse avec ça. Et on lui change l'orthèse tous les 2 ans parce qu'il a mordu, il l'a cassé. Ce n'est pas une solution. En fait, quand on prescrit une orthèse contre le bruxisme, en théorie, un bilan maxillofacial devrait être systématiquement associé. Donc, soit c'est un problème musculaire, et à ce moment-là, il n'y a pas d'indication d'orthèse. Si c'est un problème articulaire, il peut y avoir une indication d'orthèse couplée à la rééducation. Et si c'est une orthèse d'avancée mandibulaire, là, c'est pour un SAOS, mais ça doit être aussi sur certains patients proposé. Donc, on a 3 trucs de bruxisme. Donc, on a du serrage, on a de l'affûtage ou des tapotements. D'accord? Et le lien, c'est donc ces positionnements de langue. Donc, le bruxisme, les muscles responsables, ce sont les temporaux et les masséters, les muscles qui sont élévateurs de l'ATN. La langue, elle a un rôle crucial dans l'équilibre de la mâchoire. Au repos, la pointe de la langue, normalement, elle est au palais, sur les papilles bunoïdes, et les dents ne sont pas serrées. Cette position stabilise la mâchoire et détend les muscles en répartissant les forces.
une langue basse enlève ce soutènement naturel et la mâchoire devient donc plus instable. Et quand on met une gouttière, eh ben, les dents, elles se serrent. Donc on n'est pas dans la position physiologique de la mâchoire. L'espace d'inocclusion de repos. Car les masséters, les temporaux, les péridoïdiens, parce qu'il n'y a pas que deux, il y en a d'autres muscles, sont au repos. Il y a 2 mm entre les dents. L'espace d'inocclusion. Une gouttière fait 2 mm, vous supprimez, vous stimulez les muscles. Et lors de la déglutition, donc c'est tout le corps de la langue qui va venir se coller au palais et développer une force supérieure à celle des muscles masticateurs. On dit en quelque sorte que la langue, c'est l'antagoniste des muscles élévateurs de la mandibule. Vous savez que dans le corps, il y a l'effet de Sherrington. Si je contracte mon biceps, mon triceps se relâche. Et ben, la langue, c'est un peu le même principe. Quand la déglutition se met en place, et ben, il y a un moment où les masséters vont venir se détendre. Donc, ce relâchement musculaire lors de la déglutition et de la position de repos induit donc une lutte contre le bruxisme. Alors là, on va faire un peu plus d'anatomie, parce que la langue, c'est donc 17 muscles, et elle est mal décrite. Donc, la langue, elle est à ce niveau-là, et elle permet de soutenir toute cette partie qui est là. Si j'ai une langue qui est toute basse, eh ben, ça va venir tracter ma tête vers l'avant. Ça va venir me créer une rectitude cervicale ici, parce que vous voyez ici, c'est l'osioïde, qui est un fer à cheval qui est vraiment encastré et qui est comme un petit peu un ascenseur. Il monte et il descend. Si j'ai un port de tête trop vers l'avant ou une langue trop molle, et ben, du coup, ça va m'avancer l'osioïde et ça va me créer des tensions cervicales. Cette langue aussi, elle va venir à l'opposé des muscles masticateurs. Je dis souvent que la langue, c'est un peu l'IPN de la mâchoire, c'est-à-dire que si ma langue fait une force verticale, elle va s'opposer au muscle des masséters qui est vers le bas. Deux forces qui s'opposent de même intensité en physique s'annulent. Donc, je ne vais pas avoir de pression sur ma mâchoire. Et tous ces muscles-là ont vraiment un équilibre. Si la tête est mal placée, l'osioïde ou la langue, tout ce carrefour va nous créer des problèmes. Voilà, donc là, c'est un petit schéma que j'aime bien, parce qu'on voit un peu toutes ces boîtes dont on a parlé ce matin aussi. Donc l'osioïde, c'est un os suspenseur indispensable dans l'équilibre du système mandicateur, mais aussi cervico-dorsal. C'est un véritable carrefour musculaire qui conditionne les fonctions de déglutition, phonation, posture et ventilation. Il y a aussi la ceinture scapulaire, de par l'osioïde, il y a la clavicule et tous les autres muscles qui fonctionnent aussi. Donc la langue, elle a vraiment une action contre le bruxisme. Mais quand on a une langue qui est basse, elle est souvent associée à d'autres facteurs. Les respirations buccales, les troubles posturaux avec la tête projetée en avant, le stress. Ces facteurs augmentent les tensions de la mâchoire et du cou. Si une langue est basse, on va avoir une respiration buccale, alors que si la langue est au palais, on va optimiser les voies aériennes supérieures. Ça, c'est une petite image que j'ai trouvée très parlante. Ça existe, il y a la même avec les enfants aussi. Ça nous montre vraiment le développement du faciès avec les respirations nasales et buccales. Ça n'a vraiment rien à voir. Les yeux cernés, le nez courbé, les pommettes rétractées, la mâchoire en retrait. Donc la respiration, c'est vraiment un facteur pilier de la rééducation et de la tolérance à l'orthèse. Les gens qui font du bruxisme se plaignent aussi de cervicalgie. On vient de le voir, de par l'osioïde, de par la position linguale. En cherchant à compenser la perte de courbure cervicale et à maintenir la tête dans une position normale, on a les muscles du cou qui viennent se raccourcir et qui entraînent un petit peu d'espasme. Et donc, du coup, ça augmente ces tensions sur la chaîne postérieure. Ça, c'est une téléradiographie de profil qu'on a déjà vue ce matin. Elles sont très intéressantes parce que ça permet de voir, vous voyez, ça, c'est vraiment une rectitude cervicale. D'habitude, les cervicales, elles sont plus en forme arrondie. Ça nous permet de voir l'espace ici au niveau de l'épiglotte. Ça nous permet aussi de voir la position linguale. Donc, c'est quand même des radiographies qui sont très intéressantes. On a aussi un lien neurologique. La langue joue un rôle clé dans la régulation neuromusculaire. Une mauvaise position linguale perturbe les réflexes d'inhibition de la mâchoire.
Le cerveau peut donc maintenir une activité involontaire des muscles et entraîner un bruxisme nocturne. Donc on est sur un cercle vicieux. Une langue basse entraîne une mauvaise stabilité mandibulaire. Le bruxisme augmente les tensions et les douleurs. On tolère mal l'orthèse d'avancée mandibulaire. On dort mal, on est stressé, on a plus de douleurs. On s'adapte en fonction de ces douleurs et tout ça, ça continue à faire un cercle. Donc le bruxisme, ça a énormément de conséquences. Ça peut donner des conséquences au niveau des acouphènes, des oreilles. Ça peut donner, c'est souvent des patients qui viennent et qui me disent je suis allé voir l'ORL, j'entends pas, mais j'ai pas de problème ORL. Vous devez en avoir de ces patients-là. Beaucoup de mal. Voilà. Et ben nous maintenant, on a plein de prescriptions des ORL qui viennent parce qu'ils n'ont rien trouvé au bilan auditif. C'est mal qui vient avec des otalgies réflexes. Voilà. C'est des otalgies. Et il n'y a rien d'origine ORL, Ouais. dirons-nous. Voilà. Donc nous, on les reçoit en rééducation, on leur refait le bilan et c'est des gens qui vont vous décrire une sensation d'oreille bouchée, ils ont besoin de se déboucher le nez souvent, ou faire des mouvements mandicateurs pour essayer de se détendre, et en fait, ils n'ont pas du tout conscience que c'est des gens qui sont bruxomanes. Donc nous, on a beaucoup de rééducation avec ça. Alors, les acouphènes, je mets un bémol, hein. Il y a des acouphènes, ça marche bien, des acouphènes, non, hein, l'acouphène, c'est vraiment un peu à part. Donc la baisse de l'audition, les douleurs, des gens qui vous disent ça me gratte le conduit auditif, mais il n'y a pas d'eczéma, voilà, c'est aussi toute l'inflammation de cette zone. Ça peut donner aussi des gens qui ont des sensations, alors c'est pas des vertiges vrais positionnels parostyctiques, mais c'est des gens qui ont des sensations d'instabilité, hein. Et ça c'est fréquent. Et c'est souvent un problème postural. Il y a un problème de langue, mais aussi un problème de vestibule qui ne fonctionne pas très bien, un problème d'oculomotricité, ça fonctionne bien au traitement postural. Le bruxisme donc, donne des claquements de mâchoire, des craquements, des douleurs, des mouvements incontrôlés. C'est des gens qui ont tendance à faire sans arrêt des petits tics pour essayer de se détendre. Des raideurs du rachis cervical notamment, des épaules. Oui, un proparesthésie, bon, il y a quelques pertes de force du membre supérieur. Ça donne aussi des gens qui ont des raclements de gorge, des réflexes nauséeux importants. C'est des gens qui vous disent j'arrive pas à avaler les cachets. C'est très fréquent dans les problèmes de bruxisme et de déglutition atypique. Des taux d'irritation s'il y a du reflux associé, donc des problèmes dentaires, on l'a vu. Des problèmes de bouche, oui, sur les problèmes articulaires. Ça donne aussi des douleurs un peu projetées au niveau facial. Hein. Au bilan, on regardera, il y a des douleurs un peu qu'on vient chercher sur les points d'entrée du trijumeau. Ça peut être aussi dû au bruxisme. Et plus rarement aussi des gens qui vous décrivent des douleurs rétro-orbitaires. Donc là, toujours important aussi d'aller regarder l'oculomotricité des yeux pour essayer de voir s'il n'y aura pas des migraines vespérales associées. Les migraines du bruxisme, c'est plutôt des migraines le matin. Donc, quel est le lien entre la langue et le SAOS? Donc, la position de la langue peut créer une obstruction des voies aériennes supérieures et ça entraîne des apnées, des hypopnées, etc. Donc, chez l'adulte ou chez l'enfant, un tonus lingual faible, une position basse de langue, une déglutition primaire et une respiration buccale sont en partie responsables du TROS et du SAOS. Donc voilà, une autre diapositive pour ce cercle vicieux qui est peu mise en avant et peu proposée en termes de traitement. Donc on va passer rapidement sur la physiologie de la langue. Donc là, c'est pour vous redonner la position. Donc, la position normale, donc c'est à partir de 6 ans. Avant 6 ans, on est plutôt dans ce cas de figure-là. Je respire par le nez, je ferme mes lèvres, mes dents ne se touchent pas, j'ai 2 mm d'écart entre chaque dent, et la pointe de la langue, et seulement la pointe de la langue, est au palais. J'ai un espace vide entre le dos de ma langue et mon palais. Et ma langue, elle a une forme arrondie. La déglutition. Donc à partir de 5 ans, il se met en place une déglutition secondaire. L'accumulation de salive déclenche la poussée de l'apex sur les papilles bunoïdes. Le bol alimentaire est donc coincé entre la langue et le palais. Arrêt respiratoire, contraction de la langue sur le palais, ce qui induit une poussée en arrière du bol alimentaire. Possibilité de contact dentaire, mais pas de contraction des muscles péribuccaux. Il n'y a pas de mouvement de lèvres ni de mouvement de tête. La déglutition doit être accompagnée au préalable d'une bonne mastication en alternance des deux côtés et les lèvres doivent se toucher normalement avec une respiration nasale.
Donc ça, c'est voilà, pour voir ce mouvement. Moi, c'est une vidéo que je montre aux gens parce que le côté visuel, c'est quand même important parce qu'ils ont du mal à ressentir dans leur bouche, à imaginer l'anatomie. Donc, la rééducation, ça passe aussi par des images. La langue, elle a aussi une importance dans le placement de langue sur certains sons. Donc, il y a des sons où la langue va toucher le palais, d'autres où elle va être en bas, mais elle n'aura pas d'appui dentaire. La langue est donc un organe complexe, à la fois musculaire, sensoriel, fonctionnel, essentiel à la respiration, à la déglutition, à la phonation et à la posture. Sa position, sa tonicité, mobilité influencent directement sur la santé globale du patient. Donc, au niveau des bilans, ça, c'est ce que je vous ai mis là. Vous pourrez venir le chercher. C'est un bilan interdisciplinaire. C'est un bilan que les kinés, les rééducateurs. Donc, on va lui faire le nom, le prénom, quel type d'orthèse d'avancée mandibulaire il a, et depuis combien de temps. Voilà, un patient qui vient juste de l'avoir, c'est pas pareil qu'un patient qui la porte depuis 5 ou 10 ans. On va relever son score d'apnée avant et après l'orthèse. On va lui demander la tolérance au traitement. Est-ce qu'il bruxe? Donc là, il faut quand même poser des questions sur le bruxisme parce qu'ils savent pas bien l'exprimer. Le motif de consultation, est-ce que c'est pour des douleurs, des raideurs, une non-tolérance, des gens qui n'arrivent plus à mâcher ou ils ont trop mal au cervical, ça passe pas? Quel suivi médical ils ont? Est-ce qu'il y a des opérations de prévues ou est-ce qu'il y en a déjà eu? Des antécédents particuliers? Est-ce qu'ils ont déjà fait une rééducation antérieure ou pas? Est-ce qu'ils ont des parafonctions? Donc, chez les adultes, c'est souvent l'onychophagie, donc c'est je me ronge les peaux et les ongles, ou le mordillage de lèvres. Très fréquent. Et les facteurs psychologiques. Est-ce qu'on voilà, le patient est plus stressé, il est plus angoissé, il va un petit peu plus serré et donc il va un peu décompenser entre guillemets. Alors, l'onglet de la respiration, il est capital. Donc, moi, on refait toujours un point sur les respirations, notamment s'il n'y a pas eu de consultation ORL ou s'il y a encore un suivi. Donc, on va regarder la respiration si elle est nasale, nasobuccale, les mouvements narinaires spontanés. Donc, c'est la consultation de ce matin sur le nez incompétent. Hein. Nous, on le teste avec le test de Gudin. Donc, on fait inspirer contre résistance les narines. Bon, je ne le fais pas parce que je suis tout enrhumée. Mais normalement, donc les ailes du nez, elles se dilatent par réflexe. Hein. Et c'est ce qu'on a vu ce matin, c'est les patients, quand ils s'inspirent, au lieu que la narine se dilate, elle vient se collaber. D'accord? Et nous, en rééducation, on essaie de donner des exercices pour travailler ce mouvement narinaire, cumulé aussi au dilatateur narinaire. C'est pas la mode, mais ça fonctionne plutôt bien pour essayer de travailler sur la souplesse cartilagineuse. On va lui demander les allergies, est-ce qu'il a un traitement, est-ce qu'il fonctionne bien, etc. Alors, en pratique, je me rends compte que les gens qui ont un traitement allergique, ils ne le font pas bien. C'est-à-dire que soit ils ne le font pas en suivi, soit pendant les crises, ils ne le prennent pas, soit ils ne se lavent pas le nez avant de prendre le traitement. Donc, on fait beaucoup d'éducation thérapeutique sur l'hygiène nasale et quand se laver le nez, à quel moment, quand rajouter les corticoïdes, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas très bien développé dans les consultations ORL et on passe beaucoup de temps sur les mouvements de nez. Est-ce qu'il a du reflux? Parce que ça, c'est pareil. Est-ce qu'il y a de l'intolérance alimentaire? Est-ce que voilà, il y a des cornées hypertrophiques? Enfin, voilà, ce qu'on a dit ce matin, les déviations de cloison, les choses comme ça. On va regarder les amygdales, alors les végétations, non, mais on va poser la question, est-ce que vous avez été opéré de végétation? Est-ce que vous savez si ça a repoussé, etc. Bon, je fais systématiquement le score de Freeman et de Malampathie pour voir les luettes, hein, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des luettes très effondrées. Donc, en termes de rééducation, nous, ça va nous demander un effort supérieur pour aller essayer de travailler la tonicité de cette partie-là. Alors, on va regarder au niveau de l'ATM. Donc, je vous fais un petit point sur l'ATM. Donc, l'ATM, ça fait des mouvements d'ouverture, de fermeture, de propulsion ou de déduction, droite ou gauche. Donc, on va à chaque fois mesurer avec une petite réglette ces amplitudes articulaires-là. Et on va noter si c'est raide, si c'est souple ou si ça luxe. C'est-à-dire que des fois, le patient, quand il ouvre la bouche, on entend un petit clac, d'accord? C'est une disjonction condylodiscale, souvent antérieure. C'est le petit disque qui est là, qui passe en avant et qui ne se recapte pas. Les 3/4 du temps, c'est ça. Il y a des grades. 1, 2, 3, 4. On va venir chercher
toutes les tensions musculaires, donc le masséter, le temporal, le ptérygoïdien médial, vous verrez, il y a un étirement à l'intérieur. Et on va regarder aussi tout ce qui est les muscles digastriques et myéloïdiens par rapport à l'ostioïde dont on a parlé tout à l'heure. Et on va venir aussi regarder les régions périorbitaires et palper la sortie du nerf trijuminal. On va regarder les palais, hein, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont des palais étroits. Donc, moi, je dis souvent, je ne mets pas du 42 dans du 36. Je veux bien faire des rééducations linguales, mais si j'ai un anneau-palais, c'est compliqué. Donc, la capacité du palais, c'est assez important pour la rééducation. Les classes dentaires, les aspects, est-ce qu'ils mâchent des deux côtés? Est-ce que j'ai des édentations, des choses comme ça? On va regarder aussi les occlusions, hein, l'occlusion normale. Si j'ai bien sûr un patient qui a une grosse béance, eh ben pour nous, c'est plus difficile parce que la nature n'étant pas le vide, on a la langue qui va avoir tendance à venir dans ces espaces ici. Donc, tout ça, ça dépend après du potentiel de réussite. Et on va venir regarder la position de la langue au repos, à la déglutition, avec et sans orthèse. Donc, pour les patients porteurs d'une orthèse d'avancée mandibulaire, je leur demande de venir avec à la consultation, parce que des fois, ils la placent mal. Donc, on revoit tout ce cheminement-là. On va regarder la langue. Est-ce qu'elle est hypotonique, comme on voit ici? Est-ce qu'elle est dentelée, hein? Donc, ça veut dire qu'elle a tendance à appuyer sur les dents. Hein? Vous voyez, elle est toute flasque. Et on va mesurer, est-ce qu'elle est sur les dents, en haut, en bas? Est-ce que quand il avale, il fait bien une déglutition secondaire ou est-ce qu'il vient pousser vers l'avant pour faire un mouvement antéro-postérieur qu'on appelle une déglutition primaire? Et on va regarder la phonation sur son placement de langue. On va regarder les freins. Hein, il y a aussi beaucoup d'adultes qui ont des freins courts, qui sont complètement passés à la trappe. Donc c'est pareil, pas de rééducation si le frein est court. La langue ne montrera jamais au palais, on n'aura jamais d'automatisation de la fonction. Donc on demande des frénectomies chez les adultes. Et il faut savoir qu'après la frénectomie, si on ne fait pas de rééducation pour tirer le frein, ça rétracte. Donc la rééducation, c'est à J3 ou J7. Soit ça se fait au laser, soit il faut la désinsérer complètement. Ça s'appelle une plastie en Z, semble-t-il. Ça dépend effectivement de l'insertion de ce collagène, de ces fibres au niveau de la langue. On peut avoir une situation relativement simple avec un frein relativement long, mais qui a tendance à bloquer la langue. Là, un coup de bistouri ou de laser, et c'est tout. Et après, on a effectivement des insertions profondes du frein qui rentrent jusqu'au milieu des 17 muscles. Là, c'est la véritable chirurgie qui doit être faite en bloc, ou au moins en salle blanche, mais mieux en bloc, parce qu'il faut vraiment désinsérer ce frein sans abîmer les muscles. Donc, c'est vraiment de la dissection très précise. On va chercher le frein à l'intérieur, on le coupe. Et toujours pareil, effectivement, il y a plusieurs techniques. Ouais, en fait, il y a des bilans préopératoires sur les freins. On nous demande de faire des mesures de frein, langue au palais. Il y a toute une mesure de savoir s'il y a un frein antérieur ou postérieur. En fonction, ce n'est pas la même chirurgie et la rééducation ne sera pas la même. Et effectivement, la clé est vraiment aussi, quelle que soit la chirurgie de frein, dans une rééducation précoce. Et ça, c'est parfois trop oublié par le chirurgien qui fait l'acte. Il oublie de faire l'ordonnance parce que tu dis à J7, moi il me semble même que J7. J2, J3. Oui, tu as dit J3 ou pire, certains J7. Je pense que c'est J3 est beaucoup mieux indiqué, même si c'est un peu douloureux. Parce qu'effectivement, moi j'ai vu très souvent, parce que le problème c'est que non seulement c'est une récidive, mais ça va être pire. C'est-à-dire que si on va couper et que c'est pas rééduqué, ça va se faire une cicatrice un peu kéloïde qui va encore plus restreindre le mouvement lingual. Donc non seulement le patient, quand c'est un adulte, on lui fait ça, ça lui fait un peu mal pour manger et tout, manger de la salade, mais en plus, il faut y revenir parce que c'est encore pire que ce qu'on lui a fait avant. Donc, la rééducation à J3, pour moi, est fondamentale dans la frénectomie. Et un petit point aussi, alors vous, ça n'est peut-être pas trop marrant, mais moi, j'ai plein de patients qui ont des piercings de langue. C'est pareil, les piercings de langue, ça, moi, je demande à ce qu'on les enlève, hein, sinon je ne les prends plus en charge. Ça perturbe le mouvement. Donc, dans ce bilan, on va rajouter aussi le rachis cervical. Est-ce qu'on a des raideurs à la palpation à certaines zones musculaires? On va mesurer les amplitudes articulaires, etc. Et on va regarder aussi un peu l'oculomotricité parce que si j'ai des patients qui ont un trouble de convergence, eh ben, ils vont tendance à avancer la tête. Hein, donc, ça va encore plus m'étirer tout ce qui est cette partie-là. Et donc, souvent, je demande à refaire un bilan ou re-regarder si le port de lunettes il va bien, s'il n'y a pas besoin d'un peu d'orthophonie, etc. pour le port de tête. Il y a un petit exercice à demander très simple.
c'est qu'on peut s'apercevoir que l'oculomotricité et la motricité mandibulaire, c'est couplé. Et c'est prouvé. En neurologie, on a des lamelles qui relient l'oculomoteur et le trijumeau. Et notamment, vous pouvez faire tous dans vos cabinets ce petit test, de demander au patient de faire glisser sa mâchoire à gauche, par exemple. Vous allez voir les yeux qui vont partir en premier, voire même à l'envers, va partir à droite et la mâchoire à gauche ou l'inverse. On sent que c'est lié. Et effectivement, quelqu'un qui a des problèmes orthoptiques plus un problème manducateur, comme le décrit Amélie, on va être embêté parce qu'on ne va pas savoir qui fait quoi, mais en tous les cas, moi, de mon expérience, ce qu'on faisait, c'est d'abord le manducateur, puisqu'on a des puissances musculaires aux alentours de 35 kg par millimètre carré dans le masséter, alors que dans les 6 muscles oculomoteurs, on va avoir quelques centaines de grammes. Or, ici, sur la grande aile du sphénoïde, vous avez l'insertion temporale antérieure, qui est aux alentours de 30 kg millimètre carré. Le grand oblique derrière faisant 200 grammes, si vous ne rééduquez pas, vous ne faites pas relâcher le temporal antérieur, les yeux ne pourront jamais se relâcher non plus. Et donc, ce que décrit Amélie avec une antéprojection de la tête, qui va avoir après toute une répercussion aussi sur la posture linguale. Donc, vous vous retrouvez dans un cercle vicieux dont le patient ne pourra jamais se sortir. Donc, il faut aussi avoir cette option. Et c'est un patient, quand vous lui posez une question, il a déjà fait de l'orthopsie. Et tous les ans, il va refaire l'orthopsie. Alors qu'il n'a pas perdu en acuité visuelle. Donc ça aussi, c'est un signe que souvent, il va venir rajouter de l'attention. Je vais vous donner... Ah non, mais vous connaissez quelqu'un en médecine qui résout un problème seul? Moi, je ne connais pas. Je disais à mes internes, j'étais médecin hospitalier pendant 25 ans au CHU, j'ai toujours dit à mes internes, si vous, tout seul, vous arrivez à solutionner le problème du patient, quel qu'il soit, ça mérite le prix Nobel. Or, dans cette salle où il y avait 10 internes, je ne vois aucun prix Nobel. Donc, essayez de vous renseigner avec d'autres. Vous ne pouvez pas avoir 40 ans d'études de neuro, d'orthopédie, de tout ce que vous voulez. Donc, ayez des copains à vous qui ont fait des études et travaillez en commun. Ne pas être toutes les connaissances pédiatriques, cardio, pneumo et du sommeil, c'est pas possible. Donc, travailler en équipe est fondamental. Et là, effectivement, orthopsie. Moi, j'ai été maître de fin de travaux d'orthoptiste où on a fait du travail justement entre motricité mandibulaire et motricité oculaire. Et a priori, ça n'intéressait pas, c'était pas des trucs qui se faisaient. Parce que nos salariés, quand on fait ce test, on trouve des lésions tout à fait normales, mais la rétention du corps réponse. Là, il faut les adresser. Il faut faire un bilan manducateur. Mais c'est vrai que c'est. Vous savez, dans mes conférences, j'ai une conférence qui s'appelle l'appareil manducateur, ce grand oubli de la médecine. Parce que le problème, moi je suis chirurgien dentiste de formation, je suis docteur en chirurgie dentaire, je ne suis pas docteur en médecine, je n'avais passé de test 3e cycle, mais par contre j'ai eu un poste d'attaché hospitalier, de médecin hospitalier au CHU de Montpellier pendant 25 ans. J'ai arrêté, j'ai plus fait quelque chose de soins dentaires, et j'ai travaillé dans cette optique-là, ORL, CMF. Et j'ai fait cette conférence à la demande de médecins qui s'appelle l'appareil manducateur, ce dont parle Amélie depuis le début de l'atelier. Qui s'en occupe? Les dentistes s'occupent des dents, les stomatos s'occupent un peu des lésions qui se passent tout autour, l'ORL, lui, la cavité buccale, c'est pas trop vite, il va commencer à regarder derrière. La langue, à part l'orthophoniste au début qui est là pour rééduquer la phonation, on va s'intéresser à ça. Et donc, ce fameux patient qu'on coupe en rondelles et qu'on essaye de donner dans différentes choses, il n'est jamais pris en charge global que représente l'appareil manducateur. Souvent, ce que je disais, c'est comme si vous aviez un cardiologue qui dit ah non, moi je suis le cœur droit, le cœur gauche. Excusez-moi, c'est pas ma spécialité, allez voir un confrère, lui il va vous faire le cœur gauche. Ça fait marrer. Mais pourtant, c'est la problématique de tout ce que raconte Amélie. Et la difficulté Mais bon, il faut créer des équipes là-dessus. Après, en faisant les formations, moi je écris tout le temps les yeux. Donc, au bout d'un moment, tous les gens qui font les formations avec moi, ils savent qu'il faut regarder les yeux. Donc, après, je me dis, les orthoptistes, au bout d'un moment, il y en a qu'une qui va regarder la langue. Et ça va fonctionner. Voilà. Allez, on continue. Donc, on fait la synthèse. Est-ce que j'ai une dyspraxie linguale de repos, de déglutition, de phonation? Est-ce que j'ai un frein qui est court? Est-ce que j'ai une sphère ORL qui a un problème? Est-ce que j'ai un problème de compétence nasale? Est-ce que j'ai une dysfonction de l'appareil manducateur d'origine musculaire? Est-ce que j'ai plutôt une dysfonction de l'appareil manducateur d'origine articulaire? Est-ce que je vais devoir associer un travail de posture, de cervicale, etc. Et à partir de ce moment-là, je fais la synthèse à mon patient et je lui explique le pourquoi du comment de la rééducation. Bon, ça, c'était une petite vidéo, mais on va peut-être passer. Hop.
Donc, quels sont les buts de la rééducation pour un patient porteur d'une orthèse d'avancée mandibulaire? On l'a dit tout à l'heure, c'est la tolérance de son orthèse qui va permettre de maximiser l'efficacité de son orthèse, d'améliorer sa stabilité fonctionnelle, de réduire les effets secondaires dans le traitement du CAOS du ronflement. Donc, l'OAM, ça avance passivement la mâchoire et la rééducation, ça agit activement. Ça permet de travailler donc cette position haute de langue, d'améliorer le tonus lingual et oropharyngé, d'ouvrir les voies aériennes supérieures, d'essayer de réduire les collapsus et de diminuer la VIA. Si bien sûr mon patient est en respiration nasale. Donc quels sont les facteurs qui peuvent favoriser une respiration buccale? Donc on l'a vu, l'hypotonicité de la langue, la mauvaise hygiène nasale, les allergies, les obstructions ORL dont on a parlé ce matin, l'hypotonicité des ailes du nez, l'inocclusion labiale de repos, on va voir quelques photos, et les dysmorphoses orthodontiques, surtout chez les adultes. Donc ces langues basses qu'on a vues tout à l'heure, ça c'est un patient qui a été opéré d'une génioplastie pour pouvoir fermer correctement ses lèvres. Ça, c'est l'inocclusion labiale de repos. Cette patiente, elle est incapable de fermer ses lèvres au repos. Donc la nuit, ça augmente. Et ça, c'est l'hypotonicité des ailes narinaires. Donc, stabiliser la mandibule en position avancée. Améliorer la coordination langue-mandibule ossioïde. Diminuer les co-contractions pathologiques. Diminuer l'activité des muscles masticateurs. Rendre l'orthèse plus adaptable. Réduire les problèmes de douleur, de tension, de bruxisme, d'hypersalivation, de sécheresse buccale. Là, ça on l'a déjà dit. Donc, la langue basse, la respiration, la déglutition atypique et les troubles posturaux. Ça va favoriser l'automatisation et la pérennité des résultats. Donc, vous l'avez compris, l'orthèse d'avancée mandibulaire est à cumuler au traitement rééducation des oromyofaciales pour un traitement synergique. Le but de la prise en charge oromyofonctionnelle associée à une orthèse d'avancée mandibulaire est de transformer un traitement mécanique en un traitement fonctionnel global et durable. Donc, qu'est-ce que c'est que la thérapie oromyofonctionnelle? Aussi appelée rééducation maxillofaciale, c'est rééduquer les muscles de la bouche, des lèvres, des mâchoires, des cervicales et du visage. Donc, autrement dit, l'appareil manducateur. Hop. Donc, les outils, on travaille avec quoi? On travaille avec nos mains, on travaille avec notre tête et on travaille avec des exercices d'automatisation, de jour, de nuit, de déglutition, de phonation, de respiration. On essaie de lutter contre les parafonctions. On donne des petits exercices pour enlever l'orthèse le matin pour que du coup le patient il se remette, on va le voir en détail. Et on fait aussi tout ce qui est travail cervical et éventuellement un petit peu de gestion du stress avec de la cohérence cardiaque ou des exercices de sophrologie, de respiration pour essayer que le patient il puisse être plus détendu quand il met son orthèse. Parce qu'il y a des gens, ils ont eu mal, ils ont un peu ce réflexe de j'ai peur de re-avoir mal. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc après, il fait un peu des anticipations négatives. Donc plus ils sont détendus, plus ils tolèrent. Donc la détente des masticateurs, elle se fait avec différentes techniques, des massages, des traits tirés, des pétrissages, des pressions sur les trigger points, du crossage, du palpé roulé, des étirements. Donc ça, c'est les techniques très ciblées kiné. On peut faire du travail d'étirement du masséter intrabuccal avec des manœuvres de contracté-relâché. Il y a une petite vidéo aussi. Alors là, on va faire la détente plutôt ostéomusculaire. Donc, on prend un peu de crème. On vient masser les zones du visage. Donc, on masse toujours du centre vers l'extérieur. Du centre vers l'extérieur, du centre vers l'extérieur. D'accord? On insiste sur les masséters avec des mouvements haut-bas, des ronds dans un sens, dans l'autre sens. On insiste sur les temporaux qui sont des muscles très fibreux. Donc là, on va venir faire racler les fibres dans des mouvements plutôt circulaires où on peut venir aussi travailler en transversal. Pareil, le masséter, on peut venir en transversal. On peut faire ce qu'on appelle du palpé roulé
pour les cellulites, pour travailler tout ce qui est adhérence du tissu. On va venir aussi masser la partie cervicale en faisant des massages, des tractions des bases sous-occipitales. On peut venir masser la base sous-occipitale. On peut venir travailler les rotations si elles ont été raides au bilan. On peut venir travailler les inclinaisons en faisant des étirements de tous les muscles de la ceinture scapulaire au rachis cervical. Les scomes, les scalènes, les trapèzes, tous ces muscles-là vont venir serrer ici. On peut venir travailler en manuel l'osioïde, en haut, en bas. On peut venir travailler les muscles sous-yoïdiens. On peut venir travailler les entrées des sorties du nerf trijumeau. On peut venir aussi travailler les tensions et les douleurs au niveau oculaire. Une fois qu'on a bien massé, qu'on a bien relâché tout ça, on va passer aux étirements intrabuccaux. Donc là, on va étirer le masséter et le ptérygoïdien médial, qui sont deux muscles qui sont responsables du serrage dentaire. Le temporal, on ne peut pas l'étirer, on ne peut que le masser. Donc on ouvre la bouche, on ferme. Donc on vient passer les dents, on attrape le masséter, on demande serrer les dents, on relâche, on attend 3 secondes qu'il y a la décontraction, relâche, et on vient étirer le masséter. Ça peut être un petit peu douloureux. Ok? On fait toujours le droit et puis le gauche. Pour venir étirer le ptérygoïdien, on ouvre, on vient avec le petit doigt, on vient crocheter le bord. Ici, ça donne un réflexe nauséeux. Et avec le doigt, on tire. On compte 10 secondes. C'est pas du tout agréable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, on revoit un petit peu la physiologie. Donc, ouverture, fermeture, propulsion, déduction droite, déduction gauche, d'accord? À l'ouverture, j'ai une rotation et une antépulsion du condyle, ça ferme, antépulsion, déduction droite, déduction gauche, d'accord? Les étirements. Une rototranslation, c'est important parce que la rotation est toujours une rotation pure. C'est idiot de dire rotation pure, par définition, une rotation c'est pure. Donc dans l'ouverture, en fait, quand on fait des axiographies de l'articulation temporomandibulaire, on voit le condyle articulaire qui tourne dans un premier temps et qui fait un premier froissement. C'est important parce qu'on va s'en servir dans l'orthèse pour faire ce froissement. Il faut respecter ce trajet qui, bon, la pente condylienne est à 30 degrés, enfin peu importe anatomiquement, mais il faut rester là-dessus. C'est pour ça qu'il y a eu le cas d'échec de certaines orthèses, dont je ne citerai pas le nom, qui avaient tendance à faire ouvrir la bouche au fur et à mesure qu'on avançait. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas compensé cette fuite de la pente condylienne, et donc on avait des patients, ce que tu montrais tout à l'heure avec une béance, avec la langue qui se mettait au milieu, et c'était amplifié. Donc non seulement ça ne marchait pas au niveau de ce qu'on demandait sur le SAOS, mais ça pouvait même l'aggraver. Si vous voulez savoir, je vous dirai le nom de la marque. Si vous me donnez 10 dirhams, je vous dirai. Pas beaucoup. Oui, non, mais c'est pour ça. Non, non. Donc, on va aller, en plus du travail musculaire, faire du travail articulaire. Donc, on fait beaucoup de travail en auto-rééducation devant un miroir où on demande aux patients de venir ouvrir et fermer en contrôlant la position de leur langue et de leur mandibule, d'ouvrir et de fermer sans qu'il y ait ce disque qui vienne luxer vers l'avant. D'accord? Souvent, je dis un peu aux patients, vous déraillez et le fait de retravailler le mouvement et comment vous le contrôlez, ça permet de limiter le craquement. Parce qu'en fait, souvent, le patient qui va ouvrir avec la mandibule vers l'avant ou la langue qui va venir vers l'avant, ça va systématiquement venir avancer le condyle. Et c'est ça, au bout d'un moment, qui commence à faire mal et à pincer. En travaillant sur la décontraction musculaire, la position linguale, et en travaillant ce qu'on appelle chez nous la cinétique mandibulaire, c'est-à-dire comment j'ouvre et comment je ferme, eh bien, je vais limiter les compressions sur le disque. Et ça donne de très bons résultats. Donc, c'est souvent l'ouverture buccale qu'on travaille plus. On peut travailler la propulsion, la déduction. La déduction, on essaie de bien travailler avec les langues au palais pour pas qu'ils viennent compenser avec le système. Donc ça, c'est la petite gymnastique que je donne à mon patient
quand il vient avec son orthèse d'avancée mandibulaire. Donc, on la met, on fait quelques exercices respiratoires pour qu'il se détende, on voit la position de la langue, le serrage dentaire, etc. Bon, il fait sa nuit. Le matin, il se lève, donc je lui demande d'enlever son orthèse d'avancée mandibulaire. L'exercice du piston résisté, cet exercice qui est là, donc c'est la pointe de la langue au palais, j'ouvre et je ferme la mâchoire. Et le but, c'est de venir recapter un peu le disque vers l'arrière, de mettre la langue au palais, d'ouvrir et de fermer pour travailler juste les muscles sous-hyoïdiens pour venir vraiment faire le mouvement de rotation vers l'arrière pour pas que ça aille vers l'avant. Ça étire les muscles masticateurs. Ça tonifie un petit peu la langue. Donc, on fait 2-3 séries de 10. Après, je leur donne un exercice de rétropulsion. 1 pour travailler la tête. 2 pour que la mandibule qui va passer 6 heures vers l'avant puisse revenir, se remettre vers l'arrière. Et ça va venir bien travailler Zimmer, comment il s'appelle le... Non, c'est pas le zygoma. Bon, je sais plus. Il y a un truc qui se gonfle de sang, tu sais, derrière le disque. Comment il s'appelle? Bon. Lignée de Zimmer. Ça permet de repomper cette partie-là. Aussi, surtout, ce qui va avoir un effet, c'est que le disque, c'est plein d'eau. C'est toute la différence entre un ménisque et un disque. Alors déjà, quand vous voyez des IRM en résultat où on vous marque dessus le radiologue, que dans ce cas-là, ce n'est pas un radiologue, c'est un photographe pour moi, mais bon, vous parle de ménisque intra-articulaire, déjà vous pouvez fuir si vous n'avez rien compris. Donc c'est un disque. Et la différence entre le ménisque et le disque, c'est que ce n'est pas un cartilage, c'est un tissu plein d'eau. Et souvent, les difficultés qu'on va rencontrer, c'est que justement à l'avant de ce disque, il y a ce fameux ptérygoïdien avec ses 5 bras qui a tendance à tirer dessus, alors que la partie postérieure discale, c'est un tendon. Donc on a 2 forces qui sont pas du tout égales. Oui, je pense que et donc de maintenir cette mâchoire en avant par le port de l'orthèse facilite encore plus le jeu de ce ptérygoïdien qui tire devant et cette extension du tendon derrière. Donc il faut aussi penser ce que tu fais comme mouvement entraîne un drainage, une rééquilibration de l'eau intradiscale, de telle sorte que le condyle après puisse reprendre sa place. Donc c'est très important ces mouvements-là. Et donc c'est vraiment le piston, puis la rétropulsion, puis après une fois que ça va mieux, alors il y a certaines orthèses qui ont des biellettes, sinon je leur donne des abaisse-langues et en fait je leur demande de venir mâcher sur les molaires pour qu'ils retrouvent leur contact dentaire avant orthèse. Et après ils vont au petit déjeuner, d'accord? S'ils font pas ça, toute la journée, ils vont être comme ça, et au bout d'un moment, ça va partir vers l'avant, et après, ils vont développer des pathologies. Ensuite, je vais passer rapidement sur les exercices de rééducation. Donc là, je vous ai mis un petit peu des PDF. Donc, quand on fait les formations, on détaille énormément ce type d'exercice. C'est traduit aussi en arabe. Il y a plein d'exercices pour le nez, etc. Donc, cette prise en charge, elle est individuelle, au calme, avec des exercices à faire devant le miroir, personnalisés, vérifiés par le thérapeute, parce qu'il y a beaucoup de compensation aux exercices. Et ces exercices sont à faire pendant un minimum de 3 mois, sinon on n'a pas d'automatisation des fonctions. C'est pour ça que, pardon, mais donner 2 exercices après la consultation, ça ne fonctionne pas. Donc je rappelle, cette position-là de langue, pour moi c'est un 4 pattes, c'est une déglutition primaire, c'est archaïque. Ça, c'est une marche. Si je reste dans cette position-là, toute la cinétique autour fonctionne mal. Donc, pour avoir un bon résultat, on arrête les parafonctions. La rééducation, ça nécessite du temps, de l'implication, un accompagnement personnalisé, de la volonté. Il ne suffit pas de dire mets ta langue au palais et fais cet exercice, ça ira mieux. Non, ce qu'on va chercher à avoir, c'est un engrammage automatique, une intégration corticale, vous l'aurez compris, une automatisation des fonctions. Qui fait la rééducation? Comme je vous le disais, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, sur prescription médicale, et tout le monde peut prescrire. Médecin du travail aussi. Donc ça, c'est les stratégies de rééducation, je vous les passe. Donc voilà, on fait plein d'exercices pour travailler sa langue, sa respiration, sa déglutition. C'est les documents que vous avez là. C'est les documents qu'on est là. Alors, j'ai cherché un peu dans la littérature. Effectivement, il n'y a pas d'études cliniques sur... Alors, il y a des études entre le bruxisme et la langue, ça oui. Mais entre la tolérance de l'orthèse d'avancée mandibulaire, le SAOS et la rééducation, bien évidemment, il n'y a pas d'étude scientifique qui est sortie parce qu'en fait,
c'est compliqué, d'avoir une étude clinique, cette rééducation myofonctionnelle, elle entraîne plein d'autres rééducations, donc pour cibler que quelque chose, c'est difficile à mettre en place. Il y a plus d'endroits où elles sont cumulées au port d'orthèse, où il faut refaire les enregistrements, etc. Mais par contre, ce qui est largement publié, c'est donc la réduction des épisodes des tensions musculaires, l'association des fonctions et des parafonctions, l'amélioration de la posture, des positions. Ce qui est difficile aussi, c'est qu'on ne sait pas évaluer les fonctions. L'automatisation de la fonction, j'ai pas un appareil, j'ai pas une prise de sang, j'ai pas une radio. C'est très subjectif du praticien et de l'automatisation aussi dans laquelle est-ce que le patient il vient à midi, à 13h, à 16h, c'est pas la même chose. Donc il y a beaucoup d'interférences. Ce qu'on peut retenir, c'est que la thérapie oromofonctionnelle a une action sur le bruxisme d'origine plutôt mécanique, fonctionnelle, posturale, que ça diminue les effets secondaires et que ça pérennise les résultats. Elle est associée bien sûr au traitement contre le stress, donc la sophrologie, tout ce qui est psychologie, cohérence cardiaque, travail respiratoire, etc. Et si vous avez une étude randomisée avec un financeur, je suis prête à venir vous aider. Voilà, merci. Ce qui serait intéressant, c'est aussi quand même votre approche ici au Maroc. Parce que nous, on a fait quelques formations à Casablanca, à la demande de syndicats d'orthophonistes de kiné. Et donc, par rapport à tout ce que vous avez vu là, comment vous faites-vous? C'est ça, c'est que nous, on a quelque chose, maintenant, on aime connaître votre situation. Est-ce que déjà vous prescrivez des orthèses? Est-ce que vous avez un système autour qui travaille comme ça? Est-ce que vous seriez intéressé pour monter une équipe? L'équipe du CHU de Fès, là-bas, comment vous faites ça, vous? On ne le fait pas. Vous ne faites pas. Comment ça se passe? On fait un examen ORL systématique pour les patients et on n'a pas de diagnostic. Et vous n'avez pas de phénomène d'intolérance sur les orthèses? On utilise rarement les orthèses. Ah, c'est pour ça. Oui. D'accord. Rarement les orthèses. Une difficulté concernant l'acquisition des orthèses. Et puis on a un problème de dentition chez les patients. Oui. Donc souvent, c'est rare qu'on trouve une dentition qui peut vraiment accepter les orthèses dans le contexte. Ça, c'est un peu discuté. Enfin, il y a effectivement des dentitions qui s'y prêtent absolument pas. Maintenant, je pense que s'il manque 3-4 dents, 5-6 dents en bas, ça marche. Hein. Ça marche quand même. Parfois, on indique, mais parfois, il y a des problèmes d'acquisition de. Oui, peut-être aussi des problèmes mis en œuvre par les dentistes qui ne sont peut-être pas trop intéressés. Il y a des dentistes qui font de l'orthèse fait maison. Donc. Oui. On en parlait de ça hier. Oui. Le problème de l'orthèse fait maison, comme vous dites. Ça peut être un très mauvais piège parce que si c'est mal fait, ça peut être ce que décrit Amélie, sur un mauvais centrage articulaire, par exemple. Imaginez que vous passez vos 7 heures de nuit avec la mâchoire légèrement comme ça, parce que quand il a serré, il y a une légère déviation, il ne va pas la supporter une semaine. Hein. Et une fois que la douleur est apparue sous l'effet de cette orthèse, le patient, même si on fait une orthèse sur mesure, non, moi j'ai essayé ça, ça fait mal, je ne veux pas. On va avoir. Oui, et puis sur la mâchoire, moi je dis aux patients, on n'a pas de PRP, on n'a pas de corticoïdes, on n'a pas de gel, on n'a pas de prothèse, on n'a rien. Hein. Vous la flinguez, elle est flinguée. Hein. Oui. Donc c'est aussi ça le problème des articulations. Apparemment, donc ça mérite un diagnostic de l'état de l'appareil. Oui, tout à fait. Ouais, il faut un couple rééducateur et dentiste. Si on veut le faire maison, il faut quand même ça. Voilà. Minimum. Il faudrait que ça soit à la limite, ça soit le dentiste qui réchauffe la plaque, la met en bouche et contrôle. Alors, je ne sais pas comment se feront les études dentaires ici, mais en tous les cas, en France, ma spécialité, c'est l'occlusodontie au départ. Hein. L'occlusodontie, c'est la façon dont se rencontrent les dents dans les fonctions de la mastication, qui va beaucoup plus loin après sur les ATM et toutes les problématiques du bruxisme et autres SAOS, parce qu'en fait, le point commun que vous avez pu voir entre le SAOS et le bruxisme, c'est la langue basse. Hein. Si elle n'est pas au palais, comme a bien montré Amélie, on va avoir des effets de serrage, et si elle n'est pas au palais, c'est qu'elle est en bas. Si elle est en bas, c'est qu'elle va générer des troubles respiratoires après pendant le sommeil des cubitus.
Donc il y a une logique anatomique et physio-pathologique entre les deux phénomènes. Ce qui va me faire avancer, je pense, c'est parce que maintenant, on a la faculté dentaire qui est incluse. Donc, Voilà, alors, là, on va vraiment voilà, s'y alors, pencher le problème, si vous voulez, c'est dans un contexte académique. Voilà, c'est très bien, mais le problème, c'est d'avoir. Alors, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, moi je suis vieux maintenant. Mais par contre, c'est vrai que déjà, je vis qu'en France, et notamment à Montpellier, où il y a une faculté de chirurgie dentaire, l'enseignement là-dessus est très succinct. Marseille, c'est pas pareil, parce que justement, à Marseille, la faculté dentaire est insérée à la Timone, dans le CHU. Et là, il y a un rapport étroit entre la chirurgie maxillofaciale, les dentistes, tout ça, ils travaillent ensemble. À Montpellier, c'est complètement différencié, on ne se parle pas. Donc ça aussi, ça dépend des endroits. Mais cette connaissance qu'il faudrait regrouper, c'est toujours pareil, hein, chaque fois c'est pareil, la motive dans chaque fois je parle sur la pluridisciplinarité, il faut avoir aussi cette ouverture d'esprit pour pouvoir la mettre en place. Ils sont orthonistes, mais ils ne s'intéressent pas vraiment. Alors, pareil. Si je peux me permettre, donc nous, on vient au Maroc depuis 7 ans. Et maintenant, on propose des journées de formation où vous venez, vous, le médecin, vous nous trouvez un dentiste ou un orthodontiste et un rééducateur. Et en une journée, on vous prend les 3 et on vous forme les 3. Et on se déplace. Un bon couscous. Un bon couscous, une literie qui fonctionne et on vient. D'accord? Et donc, on a monté des équipes à Marrakech, à Casa. Et ça fonctionne plutôt bien. Mais je pense que c'est à vous, le médecin, qui êtes le centre de référence, de venir avec les gens avec qui vous avez envie de travailler ou qui ont envie de travailler sur ça. Et nous, après, il suffit de caler une date. En 2 jours, on avance. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, la rééducation linguale, que ce soit pour l'orthèse, le trosse ou l'adulte, c'est la même. Donc, en fait, une fois que tu as compris, il suffit de l'appliquer. Il n'y a pas non plus... Le problème, surtout aussi des orthophonistes ou des kinés, c'est la prescription. Parce que s'il n'y a pas de prescripteur, ils ne se formeront pas. Travailler. Et s'il n'y a pas de prescripteur, il n'y a pas de travail. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, on ne va pas le faire. Donc, il y a une responsabilité des médecins prescripteurs aussi. Et donc, c'est une prise, pareil, pluridisciplinaire, de haut en bas, pas dans le sens de classification au bas, on va dire d'un cercle, comme ça, on vexe personne, où tout le monde a la même valeur, mais c'est lié. Dès qu'il manque une pièce au cercle, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que pour créer ce Et franchement, en une journée, chacun a trouvé son compte. Moi, vous sortez, vous avez vu, il y a tous les PDF qui sont là. Je vous ai les fiches d'attente pour la salle d'attente. Je vous ai tout PDifié. Et lundi, c'est largement faisable au cabinet, quoi. Qu'est-ce que vous conseillez pour la faculté de médecine dentaire pour démarrer quelque chose sur de bonnes... Alors, le problème, c'est qu'après, je ne sais pas comment ça se passe au Maroc, mais en France, en tous les cas, il y a, je ne sais plus, 17 facultés d'odontologie où il y a très peu de liberté de travail dedans. C'est-à-dire il y a des axes d'enseignement obligatoires. Et cette spécialité-là, ça s'appelle l'occlusodontie. Hein, voilà. Et ça dépend vraiment. On peut avoir une occlusodontie, comme je dis, dentodentaire. Hein, c'est le fameux dentiste qui prend des papiers bleus, qui fait faire 3-4 mouvements. Il voit des points bleus qui ne sont pas tout à fait normaux, et vas-y, qui meulent tout ça, et puis voilà. Ça, c'est de l'occlusodontie qui n'a aucun intérêt. Ou de ce que moi j'appelle l'occlusodontie médicale, où on doit intégrer ces contacts dentodentaires comme une véritable articulation qui est le reflet du fonctionnement des ATM. Pour moi, la relation entre la mandibule et le crâne, c'est les 2 ATM, mais les contacts dentaires, dès qu'ils se mettent en place, on est sur une seule et même articulation. Et en fac dentaire, il n'y a pas de rééducateur. Voilà. Les rééducateurs, ils sont dans les services. Et alors, quand vous discutez avec des dentistes en France, moi, ça m'est arrivé de leur faire des formations, je leur dis, est-ce que vous savez qu'il y a des kinés qui sont dédiés pour vous? Non. Mais si, il y a le DU maxillofacial. En plus, le DU, il était enseigné dans mon service en CMF. Et pire que ça, c'est que les dentistes, on met des prothèses en bouche. Des prothèses. Est-ce qu'un chirurgien orthopédique va s'amuser à mettre une prothèse de hanche dans un bassin qui bascule? Je le sais, puisque moi, j'ai une prothèse de hanche pour avoir fait des sports ions. Et quand je suis allé voir mon chirurgien orthopédique, il m'a mesuré 4 cm. Mon épouse qui est infirmière était là, de perte sur mon quadriceps parce que j'avais claudiqué, vous savez, hein, se faire opérer, on n'y va pas, quand on est médecin, on n'y va pas. Hein. Et je vais le voir, j'arrive à me décider parce que mon épouse m'a pris un rendez-vous dans mon dos sans me le dire, en me mettant un fusil pour que j'y aille, parce que je ne marchais plus, je ne faisais plus rien. Donc, heureusement qu'elle est là, je t'en remercie. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, du coup, j'ai dit, une fois que je me suis décidé, qui n'était pas facile,
J'ai donc supprimé, alors j'avais pas de remplaçant parce que ma spécialité, il n'y a personne, il fallait que je ferme mon cabinet, que je prévienne mes patients, que j'arrête mon activité hospitalière. Je vais voir le chirurgien orthopédique qui regarde, il fait, mais non, moi je n'opère pas dans ces conditions. Ah bon? Je lui dis, oui, il faut faire 1 mois de kiné de muscu, comme quand je jouais au rugby, où j'ai poussé sur des masses comme ça, j'ai remis en place mon quadriceps, le kiné m'a remis en place mon bassin, il m'a opéré, 48 heures après, je marchais. Or, quel dentiste va refaire la moitié d'une bouche, ce qui est aussi important pour moi qu'une parce que, voilà, avec toutes les forces qu'a décrit Amélie et tout ce que ça implique dans la fonctionnalité, est-ce qu'il y a eu un bilan fonctionnel de kiné de fait là-dessus? Est-ce qu'il y a eu des séances de kiné pour rattraper un coefficient masticatoire qu'on n'a plus dedans pendant 5-6 ans d'un côté? Non, la réponse est non. Parce qu'en pneumo, vous avez des kinés pour le drainage bronchique, pour la récupération des amplitudes, etc. Il suffit juste de le forcer à venir à la rééducation et après c'est fini parce qu'une fois qu'il va faire ça, il pourra faire les orthèses, les enfants, les chirurgies orthognatiques, les paralysies faciales, les chirurgies de tout ce qui est appareil de la face. Ça fait une compétence en plus que vous pouvez rajouter à la pneumo. C'est pas, il peut faire ça plus la pneumo. Bon, voilà. Oui. Vous me parlez d'une orthèse ou vous me parlez d'un masque pour une PPC? Alors moi, mes patients qui viennent me voir, 100% de résultats sur les OAM. J'en ai aucun qui n'a pas supporté l'OAM. Mais parce que je me fade à faire tout ce que je vous ai montré, en fait. On ne se contente pas de dire bonjour monsieur, prenez cette orthèse et puis débrouillez-vous. Non, avant, on a fait le bilan dentaire, il a fait les soins dentaires qui vont avec, ils ont fait la mesure avec Claude, après ils ont refait la polysomnographie de contrôle pour savoir est-ce que l'orthèse est bien tolérée, est-ce que l'avancée elle est bonne, etc. Et après, nous, on fait tout ce qui est tolérance. Et on a des patients qui gardent les orthèses 5-10 ans, c'est pas un problème. Oui. En France, c'est renouvelé tous les 3 ans. Et moi, j'ai des patients qui sont à leur 4e orthèse. Ça fait 12 ans. Et ils ont aucun problème. De toute façon, c'est PPC, orthèse, où nous, on a aussi des chirurgies maxillofaciales d'apnée. Hein. Ça se fait beaucoup aussi hein, en France. On va terminer là, parce qu'après, il y a une plénière qui va commencer. Mais donc, en conclusion, c'est vrai que, juste un détail, parce qu'on a parlé des orthophonistes, on a oublié de dire, moi, ça m'a étonné aussi, hein, pareil, qu'il y ait un seul organe qui s'appelle la langue et 2 spécialités, l'orthophoniste et le kiné. Je me suis dit, pourquoi? Donc, un jour, j'étais à l'hôpital et une jeune orthophoniste est venue me voir en disant, vous avez toujours des sujets un peu particuliers, est-ce que vous voulez bien être mon directeur de mémoire, me donner un sujet? Je lui dis, oui, bien sûr. Alors, c'est quoi? Je dis, moi, en tant que prescripteur, je ne sais pas pourquoi je vais faire une ordonnance pour l'orthophoniste ou pour le kiné maxillofacial. Je veux que vous me donniez une réponse. OK. Elle est partie avec son sujet, elle a balancé des interrogatoires au prescripteur, comment vous travaillez, pourquoi, sur quel sujet, machin. Elle a regroupé tout ça. Et en fait, sa conclusion, ça a été, la conclusion de son travail, qui a eu les félicitations, 17 et publications, c'est que c'est complémentaire. C'est-à-dire que l'orthophoniste va travailler sur du neurologique, essentiellement. Le kiné, il va travailler, ou la kiné, avec ses mains, comme on dit, en mettant ses gants. Mais c'est complémentaire. Et on pourrait même, à la limite, notamment sur l'intolérance de l'ORM, coupler les deux pour pouvoir aller au plus loin là-dedans. Donc, c'est aussi des personnes qui peuvent nous aider dans notre travail, que ce soit d'ailleurs l'orthèse ou autre chose, tout ce qui est maxillofacial, les orthophonistes et les kinés, c'est très compliqué. Sur le site du congrès, l'année dernière, on avait fait une présentation sur kiné orthophoniste. Vous pourrez la retrouver si ça t'intéresse. Lequel se traite mieux pour encourager Ben, justement, c'est l'orthophoniste ou le kiniste? c'est complémentaire. Pour aider à se former. C'est le physique de la kiné. Ça dépend si c'est monsieur ou une dame. Voilà. Ouais. Bah, en tous les cas, pour répondre à votre question par rapport au dentaire, ça dépend des facultés d'odontologie que vous avez. Je ne sais pas comment ça Elle vient de fonctionne. démarrer 2 ans. Donc elle vient de démarrer. D'accord. Vous ne savez pas s'il y a un service d'occluso là-dedans? Je ne sais pas, je ne sais pas encore. Voilà. Parce que normalement, c'est ça, c'est le service d'occluso de pathologie d'articulation. Qui devrait faire ça. Qui devrait faire ça. Nous, vous savez, on est des paramédicaux. Hein,
on obéit aux ordres des médicaux, il faut dire la vérité. Hein. Donc, si le médecin vient nous voir en disant tu veux te former en ça parce que je veux que tu fasses ça, on va s'y plier. Voilà, c'est bon? Merci. Allez, merci, bon après-midi. N'oubliez pas les clients, là. Là. Ouais. C'est un homme qui a fait un peu de mal.